Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux cours, animé par Simone Poirier et David Barrière. Aujourd'hui, on est rendu à notre deuxième épisode et notre invitée aujourd'hui est notre professeure Hélène Boucher. Bienvenue, Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous touche particulièrement que les profs embarquent dans notre projet comme ça aussitôt. Là. Vous n'avez pas beaucoup de contenu à pouvoir vous identifier pour l'instant. Là. Donc, c'est quand même le fun que vous embarquez dans le projet. Ça me fait très plaisir d'être avec vous autres. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu qui tu es, dans le fond, ton univers un peu? On sait que là, tu es une professeure à l'université. Ici, on a eu plusieurs cours avec toi, surtout au début de notre parcours. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans le départ et c'est ça? Oui, donc je suis professeure, nouvellement professeure permanente au département. Donc, en pédagogie musicale, ma spécialité, c'est vraiment l'enseignement de la musique chez les enfants du primaire, du préscolaire. Avant d'arriver ici, donc ça fait 4 ans que je suis à l'UQAM. Avant d'être ici, j'ai enseigné pendant 14 ans, je pense, à McGill. J'ai été professeure invitée à l'Université Laval aussi. Et parallèlement à tout ça, j'ai enseigné donc aux élèves, aux enfants dans les écoles, avec grande joie. J'ai adoré cette période-là de ma vie et j'aime aussi beaucoup travailler avec les étudiants à transmettre ces expériences-là, ces savoirs-là, puis à essayer de vous donner un petit élan dans votre future carrière. Ah oui, puis tu nous aides vraiment beaucoup, en effet. Qui dit pédagogie musicale dit musique. Donc, j'imagine que tu as fait de la musique avant de te rendre professeur ici à l'UQAM. Est-ce que tu veux nous parler un peu... Ton instrument, je pense, c'est la flûte traversière, c'est ça? Oui, exactement. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça a débuté, les études que tu as fait en lien avec ton instrument? Alors, ça a débuté très tôt. Je viens d'une famille où ma mère et mon grand-père étaient des musiciens. Donc, moi, j'ai commencé avec la flûte à bec vers à peu près 4 ans, mais j'ai pas un souvenir précis d'avoir commencé à apprendre la musique. Probablement que ça s'est fait avant l'âge où on a des souvenirs précis, là. Donc, très tôt, j'ai chanté, j'ai joué, donc vraiment. Et comme ma mère m'enseignait la flûte à bec, mais j'avais pas des cours, tu sais, comme la majorité des gens qui ont leur cours de piano le samedi matin, toutes les semaines. Moi, c'était pas ça. Moi, la flûte, c'était un jeu, comme mes poupées ou mon train étaient des jeux, là. Donc, moi, je jouais de la flûte, puis c'était le fun, puis j'aimais ça. Puis, quand je voulais apprendre une nouvelle note, j'allais voir ma mère, puis elle me montrait ma nouvelle note, puis elle me guidait là-dedans. Puis des fois, ben, je jouais ma petite chanson dans ma chambre, puis là, elle était dans la cuisine, puis elle hurlait « Si bémol! » Donc, fait que mes premiers pas, c'est pas quelque chose qui était très formel. OK. Dans la famille. Oui, c'était beaucoup plus dans la famille, mais j'ai eu beaucoup d'occasions très tôt de jouer, puis de jouer avec des ensembles parce que ma mère était très impliquée dans la vie de l'Église. Elle dirigeait la chorale d'enfants, fait que j'étais beaucoup dans la chorale, puis on jouait à la musique à l'Église, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasions de jouer rapidement. Quand je suis arrivée au secondaire, mais là, il a fallu choisir un instrument de l'orchestre avant, et là, je suis allée vers la flûte traversière. Puis, c'est assez drôle parce que la journée où ils ont attribué les instruments, je n'étais pas là. Et j'ai reçu la clarinette. Oh. Et j'ai fait de la clarinette jusqu'à peu près le mois de novembre. J'haïssais ça. Ah ouais. Écoute, on est deux. Ah ouais. Non, mais j'ai rien contre l'instrument, mais ça me parlait pas, là. Ça me correspondait pas. Et puis, mes parents ont été formidables et ils ont offert de m'acheter une flûte. Et l'école, la professeure a accepté que je transfère d'instrument parce que j'allais avoir mon propre instrument. Donc, même si je viens d'un milieu pas très aisé financièrement, ils ont trouvé les moyens de me permettre de faire de la flûte. OK. Ce qui fait que c'est vraiment ça qui m'a ouvert là, la porte vers la flûte traversière. Puis j'en ai fait pendant tout mon secondaire. Puis quand est venu le temps d'aller au cégep, mais c'était presque une évidence, comme j'allais aller en musique. Fait que je suis allée au cégep de Sainte-Foy, j'ai fait les auditions, j'ai été admise. Ça a été formidable. Tu viens de Québec? Je viens de l'Îlet-sur-Mer, donc bas du fleuve, un petit peu à l'est de Québec. Puis donc, je suis allée étudier à Québec pour le cégep. J'ai ensuite fait Université Laval, bac en interprétation, maîtrise en interprétation, Université de Montréal. Donc, à cette époque-là de ma vie, tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer.
j'enseignais en individuel, là, la flûte à bec, la flûte traversière, Mhm. puis j'aimais pas ça. Ah ouais. J'aimais pas ça. Je trouvais que c'était pas stimulant. Je trouvais que je faisais plus le psychologue que le prof, que de la musique. Là. Tu sais, c'est comme ça marchait pas. Puis, à la fin de ma maîtrise, on m'a offert une classe d'éveil musical. Puis, c'était des enfants de 4 ans. Puis, ça payait plus que le Ah cours de ben, flûte. oui. Hein? Parce que Ouais. c'était des cours de Ben groupe. oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide C'est dans ça. la motivation de la chose. L'argent. Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire. Puis vraiment, là, j'ai eu une révélation. Tu sais, je m'en souviens là, d'être arrivée la première séance, de m'être assis par terre avec les enfants, puis de faire comme, wow, c'est ça que je suis faite pour faire dans la vie. Penses-tu qu'il y a un lien avec, ben, en tout cas, surtout en ce qui concerne l'éveil musical, comme l'approche un peu plus par le jeu, tu sais, contrairement aux cours instrumentales privés où ce que justement, tu sais, psychologue et tout, là. Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, je pense que le fait que vous avez fait les cours avec moi, vous m'avez vu beaucoup travailler par Ben le oui. jeu. Je pense que ça me correspond Ouais. plus. C'est cette idée-là du plaisir. Mhm. Du plaisir dans l'apprentissage qui pour moi est une valeur super, super importante. Alors que dans l'enseignement de l'instrument, c'est pas quelque chose qui est très présent. Ça C'est pourrait ça, c'est l'être, plus, je pense, mais ça l'est pas d'emblée. Ouais. Ouais, on est comme un peu dans un carcan traditionnel de je suis là pour pratiquer mes gammes, mes arpèges, il faut que j'apprenne mes pièces. Ouais. puis, Absolument. on laisse pas beaucoup de place à ça, effectivement. Il y a très, très peu d'espace. Il y a un groupe de recherche à l'Université Laval qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. L'Université des jeunes, Ah! le jeu de mots, là, et ils font vraiment un beau travail pour essayer de faire en sorte que l'enseignement des instruments se fasse par le jeu. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. Je travaille avec eux, là, on vient d'obtenir un super financement. Fait qu'on va voir comment on va pouvoir développer ça. Donc, ouais. Fait que c'est ça. Fait que Fait ça m'a beaucoup de ouvert, oui, ça m'a ouvert la porte à l'enseignement collectif, en fait, cette Exact. expérience-là. Puis suite à ça, là, j'ai fini ma maîtrise, puis j'ai fait OK, merci, bonsoir, c'est terminé. Mhm. Je suis allée me chercher un emploi en milieu scolaire. À cette époque-là, on n'avait pas besoin de brevet d'enseignement. Ouais. C'est comme une autre époque. Ben, quoi Ben, que c'est temps-ci. Ouais, c'est ça. Puis je me suis inscrite au doctorat à McGill en enseignement de la musique. Puis j'ai commencé ma compagnie en éveil musical dans les garderies. Puis j'ai comme mené ces 3 affaires-là de front pendant plusieurs années. Puis c'est venu s'acheter la charge de cours à l'université au travers de ça. Puis là, c'est comme toute ma vie est devenue l'enseignement de la musique. Ouais. Ouais, Mais ça a l'air de te c'est- remplir, en tout cas, ça paraît dans ton enseignement, ça paraît dans ta personne aussi, que ça t'allume beaucoup. Fait que j'imagine que tu as été contente par la suite de... Absolument. Ouais. Mais tu sais, je raconte, à l'occasion, là, je raconte ça. Quand je faisais de l'interprétation, puis je faisais beaucoup d'orchestre symphonique, parce qu'évidemment, bon, la flûte, ça amène à ça. Puis l'orchestre symphonique, c'est un monde qui est tough, là. C'est très, très Ouais, oui. exigeant. Puis mettons que la bienveillance, c'est pas la plus grande qualité de ce qu'on Ouais. trouve en Je vois. orchestre. Je vois. Et puis, tu sais, je me souviens de jouer, là, puis de me dire, « Hey, t'es en train de faire la chose que t'aimes le plus, là, tu sais, profite-en. » Puis Ouais. j'étais comme pas capable de capable, ouais. connecter sur l'espèce de joie puis de plaisir d'être en train de faire de la musique. Il y avait tellement une grande pression que ça me permettait pas d'aller toucher à ça. Alors qu'en enseignement, c'est comme spontanément, ça Oui. me vient connecter dans cette espèce de joie, de plaisir d'être en train de faire de la musique avec les élèves et avec vous autres. Là. Ouais. Donc, ouais. Mais je comprends que quand l'environnement qui t'entoure est pas propice à ça, là, tu sais, justement en orchestre, ben, en tout cas, selon moi, c'est un milieu aussi très compétitif. Là, donc, tu Extrêmement. watches tes fausses notes puis ton intonation de près. Là, fait que je comprends que justement, tu sais, ça soit beaucoup plus... Ben, en tout cas, je l'ai aussi dans un certain sens là, d'entrer en communication avec les autres dans un environnement beaucoup plus... où est-ce qu'on te laisse plus de liberté d'expression aussi. Là. Fait que, ouais, je Mhm. comprends. Ouais, ça me rejoint aussi. Tu sais, j'ai fait... ben, c'est pas super comparable, mais on peut faire la comparaison quand même. J'ai fait du stage band, Mhm. jazz band. Puis ça ressemblait à ça, là, tu sais. On va faire des concours, puis là, c'est full important, puis là, on veut gagner des prix, puis... Fait qu'il y a ça. Puis justement, être un instrument soliste aussi, j'imagine que ça joue aussi sur... tu sais, quand t'es un violon parmi tant d'autres, ben, ça Mhm. peut aussi, là, mais dans le sens Quand où... tu fais le piccolo, Ouais, c'est assez dur Ouais. de passer inaperçu. exactement, c'est ça aussi, là. Ça dépend de l'instrument et tout, la pression que ça peut mettre. Mais en fait, tu sais, mais je pense qu'il y a vraiment des personnalités pour qui ça fonctionne, à qui ça correspond. tout à Puis fait. moi,
ça me correspondait pas, mais ça a été long avant que je m'en Que rende tu t'en rends compte. compte. Un petit peu lente, là. Ouais, une maîtrise quand même. En parlant de maîtrise, ben, on est dans un département de musique à l'UQAM. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton rôle que tu as dans le département de musique? Là, tu es professeur, puis ça implique quoi être professeur au département de musique de l'UQAM? Alors, être professeur, et pas juste à l'UQAM, là, Oui. être professeur En en général, ça implique 3 types de tâches. Une première tâche qui est l'enseignement, une deuxième tâche qui est la recherche, puis une troisième tâche qu'on appelle le service aux collectivités, qui inclut des activités de type administratif, là, je dirais. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, moi, je travaille beaucoup sur l'enseignement au primaire. Donc, je travaille avec vous pour vous former à enseigner au primaire, ce qui fait que je donne les cours de didactique pour le primaire. Je donne les cours stages aussi, là, je supervise les cours stages. J'enseigne aussi des cours dans le cadre de la maîtrise en enseignement des arts pour le secteur musique, évidemment. Fait que je donne sensiblement les mêmes cours, mais aux étudiants de la maîtrise. Donc, ça, c'est grosso modo ma tâche d'enseignement. Pour ce qui est de la tâche de service à la collectivité, bon, évidemment que ça varie d'une année à l'autre. Ouais. On essaie de se changer. Ça bouge beaucoup, ouais. Hein, de se passer le ballon, là. Ouais. Présentement, je suis responsable pour le département de musique de la maîtrise en enseignement des arts. Donc, OK. c'est moi qui est la représentante pour musique. Donc, c'est s'assurer que tout roule bien, que tout fonctionne, défendre les intérêts du Oui. département et des étudiants en musique, s'assurer qu'on répond à leurs besoins, s'assurer que le programme fonctionne, que ça roule bien. Présentement aussi, j'ai beaucoup de mon temps qui est investi dans les modifications au programme. Donc, vous savez que Oui. autant au niveau du bac que de la MEA, on est Ouais. en modification majeure pour refaire le programme. Oui. Et donc, je suis très, très impliquée dans les 2 modifications. Donc, ça, c'est une grosse partie de mon temps là, dans la dernière année et dans l'année qui s'en vient pour s'assurer qu'on mette des programmes à jour puis qu'on réponde d'une façon plus actuelle. Ça fait quoi, 2008, je pense, les anciens programmes. Ouais. Fait qu'à un moment donné, on a besoin de mettre tout ça à jour. Mise à jour, puis de Oui, faire en c'est ça. sorte Donc, on est vraiment, c'est vraiment là, une grosse partie de ce que je fais là, pour les services à la collectivité et plein d'autres affaires, mais c'est comme le nœud là, présentement de ce que je fais. Et sinon, la troisième partie de la tâche, c'est recherche. Donc, ça représente à peu près un tiers là, de notre temps. Donc, recherche, j'ai des différents domaines de recherche qui m'intéressent. J'ai travaillé beaucoup sur l'anxiété de performance pendant un grand bout de temps, beaucoup avec l'idée de comprendre comment ça se développe chez les enfants, parce que ça n'arrive pas juste le jour où on est professionnel. Ouais. Là, hein, on traîne ça avec nous la plupart du temps, les gens qui en vivent. Là, et puis ça peut se gérer, mais ça peut aussi devenir vraiment envahissant. Donc, j'ai travaillé pas mal là-dessus dans les dernières années. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est pédagogie. Évidemment, là, c'est vraiment le cœur de mon affaire. J'ai travaillé beaucoup sur l'idée de la création musicale, comment on enseigne la création aux enfants avec les idées de Murray Schafer, qui est un compositeur canadien. Fait qu'on a fait des trucs là-dessus. Mais vraiment, le cœur de mon affaire, c'est vraiment dans la pédagogie Kodály. Comment on utilise le jeu pour enseigner, comment on traduit la pédagogie Kodály, adapte pour le français, en français pour le Québec. Oui. Comment le folklore francophone québécois, on vient l'intégrer à ça. Comment les enfants ont une culture musicale qu'ils se transmettent à eux, qui est aussi de type folklorique traditionnel. Donc là, je suis beaucoup là-dedans là, ces temps-ci. OK. Fait que ça occupe beaucoup de ton temps. C'est ça qu'on a remarqué avec Vanessa, c'est que vous devez avoir des courtes nuits. Je te dirais qu'on apprend à être efficace. Oui, j'imagine aussi. On apprend à être bien efficace. s'entourer aussi. Vanessa m'a dit qu'elle disait que l'UQAM, c'était vraiment une belle place, qu'elle se sentait vraiment que quand elle n'arrivait pas à arriver au bout, à penser à arriver à la limite, il y avait toujours quelqu'un pour faire « Ben oui, on va aller par là, puis on a des solutions. » Fait que, puis je trouve qu'on a un beau corps professoral, là, en général. Là. On est extrêmement chanceux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Là. Non, moi, je m'en rends de plus en plus compte. Là. Ça commence à faire un bout, je suis là, puis oui. Il y a des départements, il y a des endroits où ça se passe pas de façon aussi agréable. C'est vraiment très agréable. Les collègues, ça fonctionne bien. On est complémentaires les uns avec les autres. On travaille ensemble. Puis, on travaille avec les étudiants. On vous invite à venir participer à nos recherches, à faire différentes choses. Et puis ça, c'est super parce que ça nous aide. Vous, ça vous permet de développer aussi des habiletés.
Puis tout ça dans une atmosphère qui est vraiment très chouette. Je pense qu'on est... oui, s'il y a du bois quelque part, là. Ouais. Mais justement, tu sais, une chose que j'apprécie particulièrement de l'UQAM, c'est le dynamisme des professeurs. Tu sais, je pense qu'on a tous eu dans notre parcours académique un professeur un peu blasé. C'est vraiment pas quelque chose que je ressens ici à l'UQAM. Puis justement, tu sais, la collaboration professeur et étudiant, là, tu sais, je pense que ça contribue énormément à ce dynamisme-là, puis des projets, puis tout, comme tu nommais. Là, fait que, oui, effectivement. On s'en rend pas toujours compte. Puis c'est que moi, puis il faut apprendre à connaître les gens aussi, là, mais effectivement, je pense qu'on est très chanceux à l'UQAM là, avec les profs qu'on a. Oui, je pense qu'on a vraiment Ouais. Puis aussi, c'est relativement petit, Oui. ou en fait suffisamment petit pour qu'on se connaisse tous, Ouais, puis qu'on ait une espèce de sentiment de famille. exact. C'est comme on fait tous partie de la famille du département de musique UQAM. Ouais. Puis on le ressent, j'ai Ouais. l'impression. Puis la communication est vraiment fluide entre vous. J'ai l'impression que ça se parle beaucoup. Tu sais, je me souviens, je pense que c'était justement c'était avec Vanessa. J'avais dit à Danick que genre on va faire des chandails et tout si tu veux en avoir un. Puis j'arrive à mon cours à 6h puis il est comme c'est où le chandail? Fait que ça se parle tu sais, dans la même journée. Je suis comme le message passe vite. Donc on sent vraiment justement qu'il y a une unicité entre vous, puis justement, t'en parlais, on était off-cam, mais justement que t'avais des projets justement avec une autre professeure qui est ici, Isabelle Héroux, puis je trouve ça super chouette que vous pouvez faire... là, Mais tu c'est parlais- vraiment le fun. Tu vois, comme là, on vient de terminer un article, Hans et moi. Mhm. Là, je travaille avec Isabelle sur le projet Flûte-guitare où on va jouer et on va enregistrer. Je travaille avec Audrey Christel. On est en train d'écrire un livre ensemble. Et avec Danick, on va préparer une présentation pour les étudiants au doctorat dans l'année qui s'en vient. Fait qu'on on est attachés les uns aux autres à partir de différents projets, différents trucs. Fait que c'est très stimulant pour nous Vraiment. d'avoir toute cette coopération-là qui est Mhm. en place. Ouais. Puis la proximité que les élèves peuvent avoir avec leurs professeurs, genre vous êtes souvent accessible, puis justement, comme tu dis, vous invitez souvent des élèves à participer à vos recherches. Puis on dirait que je vois pas moins ça dans d'autres universités. J'ai l'impression que c'est un peu... je trouve ça le fun de voir... La particularité, je dirais, à l'UQAM, c'est qu'on inclut nos étudiants de premier cycle Ouais, dans nos activités exact, de c'est recherche. ça. Dans les autres universités, ça va se faire beaucoup au niveau du doctorat, au niveau de la maîtrise, mais les étudiants de premier cycle sont très peu intégrés aux activités de recherche. Tandis qu'ici, on vous ouvre la porte puis on vous sollicite. Ouais. Donc, oui. Mais justement, penses-tu que c'est en lien aussi avec tu disais la grosseur du département, qu'on était chanceux d'avoir un plus petit département puis tout. Tu penses qu'il y a un lien avec ça? Bien, je pense que oui, c'est certain. C'est comme moi qui donne les cours de première année, mais je vous vois tous. Ouais. Fait que Mhm. je vous vois rapidement, là, je sais les intérêts, les facilités. C'est facile pour moi d'identifier qui peut travailler ce genre de choses-là. Si on était 4 enseignants à donner les mêmes contenus de cours dans une grosse université, ça Ouais. serait pas la même chose. Non. Je suis allée il y a quelques années aux États-Unis. J'essaie de me rappeler l'État, là, puis j'ai comme un blanc. Mais bref, c'est juste pour le bac en enseignement de la musique, ils ont plus que 1000 étudiants. OK, oui, là, on parle Fait que, d'un tu sais, autre ordre de ça- grandeur. C'est pas Ouais. la même. Ça n'a rien Ben à non, voir. là. Ça n'a C'est rien à ça. voir. Tandis que nous, on est beaucoup plus dans une approche de type famille. Ouais. Mhm. Ouais. Puis le fait qu'il y ait 2 principaux programmes, mettons, de Mhm. premier cycle, la majeure, puis le baccalauréat avec 2 concentrations, ça concentre aussi les énergies. On étudie presque tous la même chose, soit que tu es en enseignement, soit que tu fais de l'interprétation. Ouais. Donc, il y a un peu, justement, on se mêle... je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça, mais je suis allé sur le site de l'UQAM, puis j'ai vu que dans le passé, il y avait des concentrations d'histoire de la musique à l'UQAM, justement, et tout. Fait que il y avait comme une plus grosse diversification des programmes accessibles, mais je trouve que ça change pas grand-chose sur la cohésion, mettons, des élèves puis des professeurs, au fait que ces cours-là se sont retrouvés dans les programmes qui est, dans le fond, les présents, fait enseignement et pratique artistique. Tu sais, on a des cours de littérature musicale, Mhm. on a des cours Mais vous philosophie avez de la le tronc musique. commun. C'est ça, le tronc Ouais. commun. Qui est important pour Exact. que vous soyez tous ensemble, pratique artistique et enseignement, à certains moments, que vous vous retrouviez tous ensemble. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on maintienne ça. Dans le cadre des travaux sur la modification de programme, c'est une des choses de laquelle on est conscient. Là. On souhaite
maintenir un tronc commun entre les deux concentrations où vous vous retrouvez ensemble. Puis Mhm. des fois, ben, quand on est en enseignement, ben, c'est le fun de peut-être être invité à participer à une activité Ouais. des gens en Mhm. pratique artistique. Exact. Donc, ça fait des échanges qui sont intéressants. Oui, parce que c'est facile en enseignement d'oublier un peu sa pratique instrumentale. Là. Fait que justement, en tout cas, mon opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment important d'avoir le tronc commun pour créer comme la communauté étudiante Mhm. universitaire aussi. Là. Fait que, Absolument. effectivement, je mettrais pas ça de côté. Non, 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 ça va pas dans ce sens-là. Est-ce que depuis ton arrivée au département de musique, il y a un projet ou une initiative que tu as fait dans le département que tu es fier d'avoir fait ou que justement tu es comme genre, oh wow, je suis tellement contente d'être à l'UQAM pour pouvoir avoir fait ça? Bien, tu vois, c'est intéressant comme question Ouais. parce que, bon, dans ce que j'ai comme expérience, j'ai travaillé dans le secteur anglophone beaucoup. Ouais. Et donc, quand j'ai transitionné vers l'UQAM, vers le secteur francophone, Mhm. ben au départ, il y a eu une adaptation. Là, ça a l'air fou, là, même si je suis francophone, Oui. donner les mêmes contenus de cours d'une langue à l'autre, Ouais. ça m'a demandé une gymnastique intellectuelle. Là. Il y avait comme Ouais. quelque Après chose 14 ans, j'imagine. à m'approprier. Ouais. Là. Il y a un mot, là, ça a été tellement long avant que tu sais, qu'il vienne rapidement. Ouais, Là. ouais. C'était comme, à chaque fois que j'arrivais, c'était comme time signature. C'est quoi en français, time signature? C'est les chiffres indicateurs. Mais ça venait pas, ça arrivait pas assez vite dans mon Ouais. esprit. Donc, pour moi, arriver à l'UQAM, ce que ça a signifié, c'est être capable de transmettre aux francophones Mhm. un élan vers un renouveau de la pédagogie dans les écoles francophones. Fait que pour moi, ça a cette importance-là. Et ça signifie que je peux aller prendre le répertoire folklorique traditionnel francophone, Ouais. le travailler pour vous, le rendre plus didactique, vous donner des outils, des jeux, des activités, et qu'ensuite vous partez avec ce matériel-là, que vous allez travailler avec les élèves et que vous êtes capable de leur transmettre notre héritage, Exact. autant au niveau musical, culturel que de la langue. Hein, on en entend beaucoup parler que la langue française, et c'est difficile. Là. Oui. Et si nous, comme enseignants, on peut avoir un rôle d'être un moteur puis d'insuffler de la vie là-dedans. Puis je pense que les arts, c'est toujours une belle porte pour transmettre la culture, transmettre la langue. Vraiment. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, très présent dans les contenus de cours que je vois avec vous, puis en me disant, OK, après, ils vont aller dans les écoles et ils vont pouvoir faire tout ça pour transmettre cette culture-là aux enfants. Il y a eu, pendant plusieurs années, une perte de cette transmission-là de notre culture, où on s'est beaucoup intéressé, et avec raison, aux cultures plus larges, mondiales, puis avec raison parce qu'on a eu, avant la Révolution tranquille, une espèce de fermeture. Oui, On oui, était oui. très, 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 très refermés sur nous-mêmes, là. Tandis que là, bon, on a ouvert, on est allé voir ce qui se faisait ailleurs, puis on était très attirés par faire des musiques de différentes cultures, puis super. Mais en faisant ça, on a comme éteint ou perdu de vue la richesse de notre propre culture, de notre propre chanson. Et c'est dommage parce que ça fait des générations d'enfants qui les ont pas appris. Ça m'arrive fréquemment là, avec les étudiants dans la jeune vingtaine. Je demande à vous dirais-je maman, qu'est-ce que c'est? Puis il y en a plusieurs qui n'ont jamais entendu à vous dirais-je maman. Il y a eu une perte dans la transmission. Donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir réouvrir cette valve-là Oui. dans la transmission. C'est ça, pour la survie et de la langue et de la culture. Wow. Oui, effectivement. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Tu disais, par exemple, que tu avais pris comme un peu l'approche anglophone. Est-ce que tu penses qu'il avait été un peu plus loin dans la pédagogie? Est-ce que tu penses que, justement, les centres de formation francophones étaient ancrés un peu plus dans une vision plus traditionnelle, qui ne voulaient pas aller vers des nouvelles techniques? Ou... Non, en fait, c'est parce qu'il y a des choix différents qui ont été faits là, dans les deux cultures. Dans le secteur anglophone, on a beaucoup utilisé la pédagogie Kodály, tandis que dans le secteur francophone, on a beaucoup utilisé la pédagogie Orff, Dalcroze, pour des raisons
de culture musicale. Donc, au Québec, en français, on travaille avec le do fixe. Kodály, c'était très ancré dans une culture du do mobile. Ok. Donc, il y avait une difficulté, là, il y avait une barrière. Comme moi, j'ai été formée pour travailler en pédagogie Kodály, mais que je suis issue de la culture francophone, j'ai mis en place toute une adaptation qui peut se faire en do fixe et en chiffres mobiles. Oui. Donc, on a tous les outils pour le faire en français, mais je pense que ça prenait d'avoir eu les pieds assez longtemps dans cette culture-là, mais de bien connaître l'autre culture pour être capable de faire le pont. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, puis ce qu'on fait à l'UQAM, puis ce qu'on fait de plus en plus aussi avec les associations professionnelles, c'est de se dire, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ouais. C'est complémentaire. Ce qui fait qu'avec moi, bien, vous allez toucher du Dalcroze, vous allez toucher du Kodály. Avec Audrey Christelle, vous allez faire plus du Orff. Avec d'autres enseignants, vous allez voir d'autres choses. Ce qui fait que les associations professionnelles, cet été, on a eu la formation Kodály et la formation Orff en même temps dans les locaux de l'UQAM. Sans se chicaner, on était Ouais. contents de Ah ouais. partager tout ça ensemble. Donc, je pense que c'est là où c'est gagnant de pouvoir aller enrichir, en fait, votre formation, puis la formation des enfants, surtout, là, c'est toujours le rebond, là. Oui, oui. Donc, oui, exactement. Donc, c'est là où je pense qu'on est dans une vision maintenant où on n'est pas dans une guerre de clans. Mhm. On est beaucoup plus à se dire, travaillons ensemble, puis soyons complémentaires les uns avec les autres. Puis là, on parle de formation, justement. Puis comment tu perçois la sortie de Bernard Drinville qui dit qu'il veut remettre le certificat de deuxième cycle qui mènerait à un brevet de 30, je pense, un 30 crédits, Ouais. dans le fond. Puis là, justement, on a la maîtrise, nous autres, Ouais. en enseignement des arts à l'UQAM, qui est d'un 60 crédits avec un stage. Un stage? Deux stages? 3 stages! Ben oui, jamais 2 sans 3. Mais tu le vois comment, ça, justement? Tu nous parles vraiment, justement, de la formation, à quel point elle est importante. Comment on y arrive avec 30 crédits? Pour rajouter là-dessus, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une formation puis de former quelqu'un à la maîtrise avec de façon suffisante avec seulement 30 crédits? Crédit? Je sais pas par quel bout de prendre ça. Est-ce que je me fâche ou je vais respirer? Non. OK, il y a beaucoup d'affaires dans ça. Oui. D'abord, il y a le contexte actuel, Oui. où on est dans un contexte où il y a plein de classes où il n'y a pas d'enseignants. Exact. Fait que, tu sais, je comprends que le gouvernement doit faire quelque chose pour répondre à cette pénurie-là. Fait qu'il faut accepter que c'est le contexte dans lequel on est, là, puis il faut essayer de trouver des solutions. Fait que je comprends que le gouvernement essaie de raccourcir une formation pour faire en sorte qu'il y ait le plus rapidement possible des gens avec au moins une formation minimale dans les classes. Fait que ça, ce bout-là, bon, hein, faut faire avec. Ceci dit, c'est une grande perte quand on amoindrit la formation. Mhm. Puis c'est une perte, oui, pour l'enseignant, pour ses capacités, ses compétences, mais c'est surtout une perte pour l'élève. Quand on a un enseignant qui est extrêmement compétent, ton élève, il va avancer d'une façon plus efficace, il va être mieux accompagné. Tes élèves avec des difficultés d'apprentissage, tu vas avoir les compétences pour les aider. Tes élèves allophones, tu vas être capable de les accompagner. Ta gestion de classe, elle va être bien mise en place parce que tu vas avoir développé les outils. Ta pédagogie va être réfléchie, pensée, structurée. Ça ne sera pas juste, ben je fais les 3 activités que j'ai apprises dans le 1 cours que j'ai eu, là. Tu es capable de devenir un professionnel de l'enseignement. Puis, à mon sens, c'est là où on perd, où il y a vraiment une perte. C'est qu'avec une formation de 30 crédits, tu ne pourras pas devenir un professionnel de l'enseignement. C'est illusoire de penser que ça va être le cas. C'est mieux que pas de crédit du tout. Hein? Ça, c'est On sûr. s'entend, Ouais. avoir une personne devant la classe. Hein? Bon. Oui, un adulte devant la adulte classe. devant la là, oui, oui. Ah, on s'entend que c'est mieux. Ceci dit, est-ce que c'est idéal? Moi, je suis convaincue que non. Puis que chaque fois qu'on diminue la quantité, la qualité, je devrais dire qualité plutôt que quantité, là, Mhm. mais la qualité de formation qu'on offre aux enseignants, la personne qu'on affecte, c'est l'élève. Puis ça, on perd ça de vue, je trouve. Et l'autre enjeu, c'est qu'il y a une temporalité à cette pénurie d'enseignement-là. Présentement,
on est dans une pénurie d'enseignants. Ce que j'ai lu cette semaine dans les journaux, c'est que d'ici 5 ans, ça n'existera plus, cette pénurie d'enseignants-là, et les centres de services scolaires vont à nouveau faire de la sélection parce que le bassin va s'être re-rempli. Ouais. Donc, est-ce qu'on modifie tous nos programmes pour que dans 5 ans... On a le problème contraire, finalement. Fait qu'il y a comme une vision à courte vue de la part des gouvernements. Ouais. Là, Là, c'est maintenant. Et, pendant que je suis au pouvoir, il faut que ça aille bien. Ouais. ben oui, Ouais. parce qu'ils ont besoin d'être réélus. Puis, tu Exact. sais, c'est comme on la comprend, la Ben dynamique. oui. Excusez. Et ce que ça fait, c'est que le gouvernement fait des pressions sur les universités, puis on doit répondre aux demandes. Donc, on prépare des nouveaux programmes qui seront, selon les exigences ministérielles, de peut-être 30 crédits, peut-être 45 crédits. Est-ce qu'on va imposer une formation? Est-ce qu'on va... C'est ça, est-ce qu'on va... excuse-moi, ça m'a pas... Ça, oui, c'est ça, une formation additionnelle suite à la formation de base. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, après ton 30 crédits, mais tu es quand même obligé de faire un autre 15 crédits en développement professionnel, par exemple? ouais. Est-ce que ça peut être une option? Oui, mais ça serait un bon... Ben, en tout cas, il me semble que ça serait un bon terrain d'entente, justement, que la personne puisse entrer sur le milieu du travail, mais qu'elle continue sa formation aussi. Je veux bien que tu apprends sur le terrain, mais tu apprends aussi des fois des mauvais plis sur le terrain. Fait que je pense que ça serait un bon terrain d'entente. Mais justement, la personne qui était venue nous voir cet été, justement, pendant les formations que tu nous parlais tout à l'heure, elle nous a dit que justement, ben, il y a comme, je sais pas si c'est dans tous les centres de services scolaires, mais il y a comme un 30 heures ou un 45 heures de formation obligatoire aux 2 ans. 30 heures à chaque 2 Ouais, ans. Ouais. Exact. Puis justement, la formation qu'elle suivait cet été, ça comptait pour ça. Fait qu'elle était comme, tu sais, moi, tu sais, aller apprendre sur la gestion de classe ou apprendre à utiliser un tableau électronique, ben je vais aller me réactualiser ou justement approfondir mes connaissances dans le domaine que j'ai. Donc, puis ces formations-là ouais. d'été, comme la formation ORF, c'est 60 heures. La formation Kodaï, c'est 75 heures. L'exigence, c'est 30 heures par 2 ans. Oui, puis c'est quoi, c'est 2 semaines? C'est la 2 formation, semaines. c'est ça? 2 semaines de formation l'été. Si je ne me trompe pas, c'est relativement nouveau aussi, Oui. de l'affaire de formation Absolument. continue pour les enseignants. Oui, c'est nouveau. C'est 3 ans peut-être, tout au plus. Okay. Là. Ouais. C'est nouveau. Ouais. Donc, à suivre, on est tributaire des Exact. décisions du ministère. Oui. Exact. Puis après, on fait du mieux qu'on peut. Oui. C'est dans les conditions qui nous sont imposées. Exact. Moi, je trouve ça. Tu sais, moi, je suis encore étudiant, mais ça fait 2 semaines que je me fais appeler à tous les jours par les centres de services scolaires pour que je prenne une tâche à 100%. Puis comment je peux prendre une tâche à 100% en étant étudiant? Attends, vous créez le même problème, tu sais, en mettant de la pression sur les étudiants à rentrer. Puis là, ben, un 80%. Non, pas 0%. Ben, pas 0%, mais dans le sens, je sais pas, tu sais, on dirait que, tu sais, aller faire de la suppléance, déjà me faire une tête sur, justement, mon approche. Déjà avoir une classe, mais j'ai pas fini ma formation. Moi, je trouve ça bizarre, tu sais. Fait qu'encore plus pour quelqu'un qui a pas eu du tout de formation. Si moi, je suis pas à l'aise après 2-3 ans à l'université en enseignement de la musique, j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un qui a un bac... puis je sais pas si c'est propre parce qu'on enseigne un art ou ça doit être pour toutes les disciplines. Mais j'ai comme un malaise avec ça, puis... Il y a beaucoup de pression en ce moment. En tout cas, je sais pas si toi, tu t'es fait appeler, là. Oui. Ouais, mais c'est ça. On se fait tous c'est appeler. Certain. Puis c'est normal qu'ils essaient, Qu'ils s'essayent. parce qu'ils n'ont personne. Il y en a qui le font. Oui. Puis ça se passe très bien. Absolument. Il y a des personnes, justement, qui viennent chercher la formation dans notre cohorte. Il y en a 2 ou 3. En tout cas, j'ai en tête 2-3 personnes qui, justement, ont des tâches, ont fait ça sans brevet pendant longtemps, puis sont comme, OK, c'est assez, je vais chercher mon brevet. J'ai besoin de ça. Puis ils apprennent après des dizaines d'années qui sont sur le terrain, ils apprennent encore sur les bancs. Il faut le faire, hein? Oui, il faut le faire, là, travailler, enseigner. Souvent des gens avec des enfants. En même temps qu'ils vont à l'université. Puis exact. la famille, puis c'est impressionnant. Moi, je les trouve impressionnants, en tout cas. Ouais. Nous, on a encore
la naïveté l'âge. Mais, ouais, c'est ça. J'essaie de profiter un peu du temps libre qui me reste. Ouais, c'est ça. Avant de justement tomber. Puis, mettons qu'on est des étudiants en enseignement de la musique. Comme études supérieures, c'est quoi les voies qui s'offrent à nous? Ça ressemble à... Si je veux être à l'UQAM ou peut-être dans une autre université, je veux continuer à approfondir mes connaissances là-dedans. Par où je prends ça? Est-ce que ça passe nécessairement par une maîtrise ou est-ce que je peux-tu aller à l'extérieur de l'université pour aller chercher des ressources? Quand j'ai fini mon bac, là, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a comme deux Ouais. angles. Là. Ouais. Fait qu'il y a la formation universitaire Ouais. qui serait de 2e, 3e cycle. Ouais. Puis ensuite, ce qu'on appelle le développement professionnel. Donc, si on parle de formation universitaire, mais après le bac, on peut aller faire une maîtrise, éventuellement un doctorat. Donc, il y a des formations en recherche, il y a des formations en interprétation, donc des formations qui sont soit plus de type recherche, maîtrise, recherche, soit en éducation musicale, musicologie, puis plus interprétation, là, qui est l'autre pendant qu'on voit dans les maîtrises plus. Puis ensuite, ben, ça peut mener jusqu'au doctorat. Sinon, ben, si on parle de formation professionnelle, bien là, il y a vraiment beaucoup d'offres. En tout cas, en enseignement de la musique, il y a vraiment une offre qui est très, très généreuse. Là, il y a vraiment beaucoup de choix. Qu'on parle justement d'apprendre à utiliser les technologies en enseignement, qu'on parle d'aller faire vraiment plus là, les cours méthode Dalcroze, méthode Orff, qu'on parle d'aller chercher des outils plus en gestion de classe. Il y a vraiment beaucoup d'offres qui est disponible. Direction chorale, par exemple. Bon, la plupart du temps, ça va être offert par des associations professionnelles. De la FAMEC en offre, Alliance chorale en offre. Bon, donc, il y a plusieurs associations qui en offrent. Dans certains départements d'université, il y a une offre de formation professionnelle. Je sais qu'à l'UQAM, il y a l'idée de développer quelque chose. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ce dossier-là, fait que je ne saurais pas dire s'en est rendu où. Mais je sais que ça a été discuté déjà de faire une offre là-dessus. Il y a des espèces de micro-programmes qui sont en train d'être mis en place aussi à partir de cours déjà existants. Donc, par exemple, quelqu'un qui prendrait un contrat dans une école mais qui n'a pas une formation en enseignement pourrait venir faire un micro-programme dans lequel il y aurait peut-être un cours de didactique, un cours de direction, puis un cours de gestion de classe. Là. Je dis n'importe quoi, là. Mais comme juste venir se chercher une petite formation de base pour survivre en milieu scolaire. Des trucs de premiers soins. Oui, c'est ça, un peu. Fait que ça, je sais qu'il y a des discussions là, pour mettre des choses en place dans les universités de ce type-là. Mais vraiment, dans les associations professionnelles, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Puis, justement, là, tu as fait un doctorat qui t'a mené par la suite à enseigner dans les universités. Est-ce que c'est quelque chose qui te remplit? Est-ce que c'est là que tu voulais atterrir? Parce que là, justement, tu m'avais dit que tu as enseigné au préscolaire primaire, puis que ça t'avait beaucoup rempli, tu avais beaucoup aimé ça. Est-ce que, finalement, l'université, c'est peut-être plus ton ancrage? Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint plus? Ou... moi, j'ai été extrêmement heureuse avec les enfants. Oui. Petite enfance, j'ai fait des garderies aussi. J'étais vraiment très, très heureuse avec les enfants. Et quand je suis allée faire mon doctorat, c'était pas dans l'idée que j'allais un jour enseigner à l'université. C'était dans l'idée que j'allais aller chercher des outils pour être meilleure pour enseigner aux enfants. Fait que mon objectif, c'était pas d'un jour enseigner à l'université. Fait que c'est arrivé un peu par la bande, où pendant que je faisais mon doctorat, ma superviseure de doctorat est tombée enceinte, puis grossesse difficile, bref, retrait préventif. Et là, on m'a dit, peux-tu reprendre ses cours? OK, pourquoi pas, je dirais que le premier cours que j'ai donné en anglais à McGill, que j'ai appris à la mi-session, c'était pas très bon. Terrible. On s'entend, là? Oui. Dernière minute comme ça, en plus. Oui, c'est ça. Fait que j'ai sauvé les meubles, là, mais franchement, là, c'est pas mémorable. J'imagine tellement. Oh non, ça serait mon enfer. Puis là, par la suite, là, on m'a proposé quelque chose qui était plus aligné avec ce que je fais, puis avec du temps de préparation. Puis, du temps de préparation, oui. Ben oui, puis aussi, je suis allée chercher des outils. Là. J'ai fait des formations sur l'enseignement à l'université, parce que je savais comment enseigner aux enfants, mais comment enseigner à l'université, c'est un peu différent. Hein? Ça ressemble un peu, mais... fait que je suis allée vraiment m'outiller. Donc,
à McGill, il y avait beaucoup, beaucoup de formations qui étaient offertes sur l'enseignement en milieu universitaire pour le corps professoral. Je pense que je les ai tous faits. J'en ai fait là, vraiment une collection. Là. Puis je suis allée me spécialiser dans les méthodes actives, fait que j'ai fait mes formations ORF, Dalcroze, Kodály. Je suis allée chercher là, tout le plus de connaissances que je pouvais. Ce qui fait qu'à un moment donné, je suis devenue bonne. Ouais. Comme à force de... À défaut d'avoir tout fait, m'amener. C'est juste pour dire que ça ne nous tombe pas du ciel, personne. Ben là. non, c'est ça, exact. Puis même chose pour vous, la première fois que vous allez en stage dans une école, ben ça ne sera pas l'expérience de votre vie où vous allez être à votre top. Non, C'est Non, comme- effectivement. C'est pas Je ça. me rappelle de mon premier stage, c'était pas super. Ouais. Fait que c'était pareil pour moi. Donc, mais j'ai appris, puis j'ai développé mes façons de faire, puis mes stratégies d'enseignement. Fait que ça m'a amené vers ça. Puis c'est comme si ça s'est fait en douceur, cette transition-là, vers l'enseignement universitaire. Puis à un moment donné, on m'a proposé d'être professeur invité à l'Université Laval. Donc, j'avais ma charge de cours à McGill. J'enseignais à l'Université Laval. Puis l'Université Laval avait aussi le campus Sherbrooke. Donc, je me promenais, j'avais mon triangle. Puis j'avais mes élèves du primaire. Puis j'avais mon entreprise en éveil musical. Fait que là, il y a un moment donné, j'ai fait... Non, Ouais, non. c'est ça. ça va pas pouvoir continuer comme ça trop longtemps. Fait que j'ai été obligée de faire un choix là, Ben à un oui. moment donné. Ce qui fait que j'ai choisi de vendre mon entreprise, puis j'ai choisi de me consacrer vraiment juste à l'enseignement universitaire parce que c'était juste trop pour une seule personne. Ton Ouais. entreprise, es-tu encore active? Oui, absolument. Ouais. Fait qu'il y a des employés que j'avais à l'époque qui ont racheté Qui ont racheté, l'entreprise, puis ils ont fait quelque chose de formidable avec. Ouais. Là, ils Fait ont que t'es vraiment... fière aussi Oui, je de suis qu'est-ce très, que très c'est devenu, contente. tu sais. Ils ont pas juste acheté puis continué, ils Ouais. se sont réappropriés le truc, ils l'ont réinventé, ils ont développé. Ils sont bien meilleurs que moi j'étais. Donc, moi, le côté business, C'était pas ça. je l'ai fait Ouais. par la force des choses, mais Ouais. c'est pas ma plus grande qualité. Je suis Mhm. bien meilleure en pédagogie. Ouais, j'imagine. En tout cas. Donc, fait que oui, donc je suis très contente que ça se poursuive sous une autre forme. Ouais. Puis que là où moi, j'ai vraiment mes forces, où je peux maintenant, là, dans Ouais. le milieu universitaire, vraiment mettre ça de l'avant. Ouais. Puis est-ce que c'est une finalité pour toi, professeur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par la suite? Ah, c'est intéressant comme question. Hey, j'ai C'est pas... une bonne question. C'est Hein? une très bonne question. Est-ce que c'est une Surtout quand tu finalité? n'y as pas réfléchi Oui, avant. c'est là. ça. Bien, je te dirais que c'est tellement large et vaste Ouais. comme emploi que, tu sais, c'est pas un corridor, c'est vraiment comme Ah ouais. quelque chose qui s'ouvre comme Exact. ça. Ce qui fait que, tu vois, comme là, au mois de novembre, je m'en vais au Maroc. Je suis invitée dans un festival au Maroc avec une de mes étudiantes de doctorat, Jennifer Lee, et on va avec une chorale, un chœur juif marocain. On va présenter là-bas du matériel de leur culture, mais aussi ils vont chanter des folklores francophones québécois et ils vont chanter des arrangements que j'ai faits pour chœur d'enfants. Donc, fait que c'est comme, wow, ça s'élargit. Puis là, on va explorer, on a d'autres avenues qu'on veut explorer. Jennifer, c'est une Coréenne d'origine. Puis il y a des ententes là, maintenant entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Corée. Donc, on va aller voir est-ce qu'on peut être capable d'ouvrir une porte vers ça. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'élargit vers la collaboration avec l'international, avec des gens d'autres cultures, d'autres milieux. Fait que oui, c'est vraiment, il y a quelque chose de super stimulant dans ce milieu-là. Donc c'est, je perçois pas ça comme quelque chose qui est comme je suis prof puis c'est fini. Ouais. C'est vraiment pas un tunnel, au contraire, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement large. Il y a une des... Ça me fait penser. J'avais une conversation avec Claude Dauphin. Je ne sais pas si vous Oui. savez Oui. qui est Claude Dauphin, donc professeur émérite, qui a enseigné ici pendant des années, qui est quelqu'un avec qui j'ai des conversations toujours très, très stimulantes. Oui. Et puis, Claude, qui est officiellement à la retraite de l'enseignement, mais qui est très, très actif dans sa recherche, puis tout ça. Puis, il me dit, on avait la conversation de... Mais pour être prof et s'ennuyer, il faut faire exprès. Là. C'est ça. Il y a À l'université, tellement d'opportunités, il y a tellement de possibilités. Ouais. Donc,
Fait que pour l'instant, tu es satisfaite. Donc, Je suis très satisfaite, ouais. puis je vois beaucoup d'ouverture. d'ouverture à justement Ouais, dans où ça peut t'emmener dans ta tâche en tant que telle, Exact. mais que tu peux faire tellement de trucs que tu t'en perds. Fait que. La limite, c'est elle- le temps. Ouais. La limite, qu'elle- c'est le temps. Fait Ouais. qu'Hélène vraiment ça. Boucher, rectrice en chef. Ah, de ça, l'UQAM. c'est de l'administration. Ça me Non, tente ça, pas c'est mal, non, moi. hein. Je vous ai dit tantôt, moi, Ouais, le ouais. business, C'est ça, administration, business, pas tout tant, là. ça. Fait que ça, non, quand c'est... Je suis moins... mais non, mais tu sais, à un moment donné, on se Ouais. connaît, là. Ouais. C'est moins mes forces. OK. Je suis quelqu'un... Mais vous me connaissez, là. Moi, je suis comme... je suis ce que je suis, là. Fait que le côté politique de ce que se demande, ce Ouais. genre de poste-là, c'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Ouais, Moi, je suis plus dans comme... exact. C'est ça. Tu voudrais plaire à tout le monde. Puis Mais non, donner- mais je suis comme dans ouais. l'honnêteté, Ouais, là. c'est Si ça, j'aime ça, ouais. j'aime ça. Si j'aime pas ça, Ouais. j'aime pas ça. C'est Fait une que- fait que dictature. dictature bienveillante. Oui, bienveillante. C'est ça. Comme dans ta classe, c'est C'est ça. ça. Tu nous avais expliqué ça justement dans un cours qu'on a avec Hélène. Elle disait ça. Dictature bienveillante, c'est moi qui choisis, mais c'est très bienveillant. C'est fait avec... C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est avec oui, c'est aimant. Oui. C'est- mais, en tout cas, bref, ça serait une longue Oui. conversation philosophique si on s'embarque là-dedans. Est-ce que tu voulais embarquer sur que... Genre, Ça va? genre, Vas-y. on continue. Moi, je voulais parler très brièvement, parce qu'on en a quand même parlé, Oui. mais justement, ton rôle sur la formation des futurs enseignants, Mhm. tu vois ça de quel œil, justement? C'est quoi que tu essayes le plus de transmettre à tes enseignants? C'est quoi le bagage principal que tu veux qu'ils apportent avec eux quand ils vont tomber sur le marché du travail? Ouais. En tout cas, je vais Ouais. voir si c'est ça que j'ai retenu. Non, Numéro 1, Oui. c'est le fun. ouais. Le plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. C'est le fun. C'est C'est vrai, le c'est le fun d'enseigner, puis c'est le fun d'enseigner la musique, puis c'est le fun pour les élèves apprendre la musique. Mhm. Fait que déjà, si vous repartez de mes cours avec cette impression-là, j'ai eu du plaisir, Oui. puis je sais qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves pour Exact. qu'ils aient du plaisir. Pour moi, là, j'ai déjà gagné. Ouais. J'ai déjà gagné quelque chose avec vous là-dessus. Puis aussi, je dirais, attentes élevées. Avec vous, j'ai des attentes élevées. Je suis convaincue que vous êtes capable de donner plus, d'apprendre plus que ce que vous-même, vous pensez que vous êtes capable de faire. Donc, je vais vous pousser, je vais vous amener plus loin, je vais exiger de vous davantage parce que je le sais que vous êtes capable. C'est vrai. Puis ça se ressent dans ton enseignement beaucoup, je le vois. Ben, toi, c'est peut-être un peu plus loin. Pas si loin que ça. Là. fait Mais pas moi, j'ai 10 lu la ans session, non la plus. session dernière, puis je pense que j'étais cette session-ci encore. Tu Oui! savais pas trop? Oui, c'est officiel. là, je vais Ouais, vous c'est donner officiel, le c'est ça. didactique 2. Donc, c'est ça. Mais ça se ressent dans l'enseignement que tu donnes, puis tu nous dis souvent, vous allez être capable. C'est beaucoup, mais Oui, vous allez être capable, Vous êtes capable. bien sûr. Mais ça fait Puis là, on du est bien. comme, en Ça fin de fait session, bien mais- ça aussi, Ouais. quelqu'un qui a confiance en toi Ouais. puis qui a confiance en tes moyens parce que Qu'un souvent, tu sais, professeur. on est confronté à une grosse tâche puis la réaction initiale, c'est de « Oh, je serai jamais capable », mais au moins d'avoir quelqu'un en arrière de toi pour t'épauler et te dire que tu es capable, tu sais. Je pense qu'on a tous besoin de ça aussi. Là. Oui. Absolument. Puis c'est aussi, pour moi, c'est important que, ou en tout cas, j'espère, je modélise que vous fassiez la même chose avec vos élèves. Oui. Que vous soyez devant vos élèves en vous disant, puis en leur disant, tu es capable de faire ça. Puis je le sais, j'ai confiance, j'ai foi en toi, puis je vais t'accompagner. On va le faire ensemble. Puis donc, que vous autres aussi, vous ayez des attentes élevées avec les élèves. Et tout ça dans le plaisir. Oui. Vraiment. Mais c'est ça, Puis faut un pas l'oublier. n'empêche pas l'autre. Mhm. Non, pas du tout. Fait que... Ouais. En tout cas, moi, j'aime beaucoup tes cours. Puis justement, quand tu disais tout à l'heure que justement, tu veux transmettre genre l'amusement, puis qu'on veut qu'on trouve ça le fun, dans le fond, d'enseigner, le nombre de fois qu'on sort de la classe, puis qu'on a la toune que tu nous as. Oh! Terrible, là, Le des nombre fois. de- Là. Oh! Je pensais jamais chanter autant de comptines que ça Oui, avant c'est de me ça. rendre à l'université. Mais Chanter des par comptines. moi-même, là. Justement, lui, il est rendu plus loin dans la formation. Puis justement, lui, son cours de didactique au primaire, le un, ouais. le premier cours, lui, il l'a eu à sa première année.
Puis on est rentré à l'université en même temps, donc il y a un décalage, mais je me souviens, je rentre avec Raphaël, qui est une de mes collègues. On rentre dans le local de l'assaut, puis on chante Où est Paul, puis tout le monde embarque. Où est Paul? Puis là, tout le monde embarque, tout le monde s'en souvient. Puis eux autres, ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas entendu, cette tune-là. Donc, c'est. En tout cas, c'est. Ouais. C'est le Tant fun. mieux, On a du tant fun. mieux. On a Oui. du fun. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Puis tu vois, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un héritage de la pédagogie Kodály. J'en parle souvent, là. Pour moi, c'est vraiment... C'est plus que juste une façon d'enseigner. C'est vraiment une philosophie de l'enseignement, une philosophie pour voir le lien entre la musique, la culture, la langue. Tout ça vient s'attacher là-dedans. Puis, pour Kodály, ces principes de base-là, c'était vraiment fondamental. Que oui, on enseigne, on développe l'intellect chez nos élèves. Oui. Absolument. Puis bon, on va le faire par l'apprentissage de la notation musicale, puis toutes ces choses-là. On enseigne aussi à être capable de jouer de la musique ou chanter de la musique dans le cas des élèves. Là. Donc, un côté technique là, de la chose. Puis oui, c'est important. Mais il y a un côté qui est aussi de développer tout le cœur, là, cette relation-là à la musique qui est tout dans le ressenti de la musique. On ne fait pas juste jouer les bonnes notes à la bonne place. Ouais. Quand on les chante, nos chansons, Ouais. puis qu'on les vit, puis qu'on chante des codlibets ou des canons ou des arrangements à 2 voix, puis qu'on fait, puis comme « Ah, c'était beau! » Même avec des chansons pour enfants, Oui. ben, on vient connecter émotivement avec la musique. Puis je pense que c'est là qui est la motivation intrinsèque vers faire de la musique. Quand nos élèves vivent ces expériences-là, bien après, quand on les invite à venir faire de la musique sur l'heure du dîner ou à participer au spectacle de fin d'année, parce qu'ils ont vécu ces moments-là où ça a connecté émotivement avec eux, ils veulent le faire parce qu'ils veulent revivre encore cette espèce d'émotion-là, puis cette espèce de connexion collective. Dans la vie aujourd'hui, dans la vie contemporaine, on a moins d'occasions de vivre ces moments-là où on connecte ensemble à faire une tâche commune où on vit tout le monde en même temps l'espèce de réaction émotive intense. C'est beaucoup moins présent dans nos collectivités maintenant, mais c'est quelque chose qui, quand on le vit, nous unit. Il y a comme quelque chose de magique qui se produit, là. Ça vient nous connecter entre êtres humains. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que si la musique ne faisait que ça à l'école, ça serait extraordinaire. Ouais. Parce que les enfants ne vivront pas ça dans le cours de mathématiques. C'est vrai. Mais ça, dans les arts, on peut le vivre. Puis on peut amener nos élèves à le vivre. Puis c'est une chose qui peut rester avec nous toute la vie. Quand on a vécu ces expériences-là, qu'on a envie de les revivre à nouveau, on va ensuite, après nos études, bien, peut-être qu'on va faire de la chorale, peut-être qu'on va s'inscrire dans un orchestre d'harmonie ou un big band à côté de notre cégep en sciences, parce qu'on va vouloir revivre ça, puis ça va nous nourrir, puis même comme adulte, où on n'aura pas nécessairement une carrière en musique, là, on aura une carrière dans autre chose, mais on aura ça qui nous accompagne dans notre vie, cette musique-là faite de façon collective, et qui vient nous nourrir, puis compléter notre vie. Moi, je pense que ça, c'est beau, puis c'est riche, puis on a cette opportunité-là de faire ça à l'école, de semer ça dans le milieu scolaire. Oui, je suis 100% d'accord. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est en enseignement à la base, parce qu'on l'a vécu, on la vit, la musique, puis on veut la transmettre, puis on veut que ça soit vivant, puis on veut que ça reste. Puis moi, ça a fait une grosse différence sur mon parcours académique à bord de la musique. Je n'étais pas un élève avec des facilités de... Puis j'ai appris cet été. Pourquoi? J'ai eu un diagnostic TDAH cet été. Fait que ça l'a expliqué beaucoup de choses cet été. Donc là, je vais pouvoir aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir m'aider. Là, il me reste 2 ans et demi à l'UQAM. Fait que ça va... ça va faciliter. Tu vas avoir Steven 2.0 dans ton cours. Là, tu vas voir, là, ça va rentrer. Mais oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis, mais la musique me permettait justement... Ça me permettait de passer à travers de ça. Tu sais, à repenser à plusieurs... le fait que j'avais un manque d'intérêt, que j'avais tout le temps plein d'idées en tête, que j'avais de la misère à me concentrer. Ben, en sachant que j'allais faire de la musique aujourd'hui, j'étais capable de me dire « OK, Steven, c'est important que tu fasses ça
parce que si tu fais pas ça, il y aura pas la musique. Mhm. Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis la passion de mon prof, ça c'est indéniable aussi. Mon enseignant au secondaire, surtout, là, Yves Dionne, si tu m'écoutes. Vraiment, vraiment chouette. Puis toi, Ouais, tu fais de mais effectivement, pourquoi? non, mais tu sais, je réfléchissais à ce que tu disais, puis tu sais, je pense que ça fait partie de, c'est une partie assez fondamentale de l'expérience humaine, tu sais, de vivre en communauté, puis on appelle ça les technologies de la communication, mais des fois, j'ai l'impression que ça met un peu les barrières là-dedans, justement. Fait que, tu sais, justement, ça résonnait vraiment avec moi quand tu disais, tu sais, c'est une expérience un peu unique qu'on a de se retrouver en grand groupe et de vivre quelque chose ensemble aussi, là. Puis tu sais, je pense qu'en quelque part, c'est un peu tout pour ça qu'on a continué en musique, parce qu'on a eu ces expériences-là, puis comme tu disais, on voulait les recréer. Bon, nous, on a décidé de se concentrer un peu plus là-dessus, mais tu sais, je pense que c'est important de trouver une balance là-dedans aussi, puis que même si tu n'as pas nécessairement le goût de devenir professionnel en musique, que tu sois quand même capable de trouver une place pour ça dans ta vie, tu sais. Absolument. Puis des gens qui juste chantent en chorale, là, Ouais. il y en a beaucoup. C'est vraiment surprenant, là. Ouais. Ça veut donc dire que ça résonne pour plein de gens. Donc, c'est pas le travail. Ouais. Donc, tant mieux si on peut, nous, comme enseignants, Exact. allumer ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu. Là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais te réserver. Il nous reste quand même du temps, mais je veux qu'on prenne un moment pour en parler parce que je trouve que c'est tellement un sujet qui est le fun. Justement, avec Vanessa, je trouvais ça le fun, ce moment-là, de te laisser la place pour parler de recherches que tu fais en ce moment ou de projets que tu as en ce moment qui te tient à cœur. On te laisse. J'imagine que tu le disais tout à l'heure que tu faisais plein d'affaires. Fait que je te laisse choisir. Plein d'affaires. Puis Oui. peut-être que j'ai t'aider quelque chose. Non, Ouais. non, moi, il faut que ça bouge, là, parce que sinon, je m'ennuie. Ouais. Je m'ennuie rapidement. Donc, là, mon gros projet présentement qui est financé par les fonds de recherche du Québec, OK. c'est un projet de collecte de chants de cours d'école, de jeux de cours d'école auprès des élèves de la maternelle à la 6e année. Donc là, on commence la 3e année du projet. Donc, l'idée, c'était d'aller vraiment dans les écoles puis de demander aux enfants qu'est-ce que tu fais comme jeux musicaux? Donc, tu sais, les jeux où on tape des mains en chantant une chanson, les jeux de corde à danser où il y a une chanson, les jeux avec des ballons, les jeux de poursuite. Bon, 3 fois passera, là. Toute cette crème glacée, limonade sucrée. Ouais. Bon, hein, vous les connaissez. Et c'était de venir vraiment les enregistrer pour sauvegarder ce patrimoine-là. Parce que c'est vraiment un patrimoine humain qui peut-être est en danger de disparaître avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux intérêts. Oui. Donc, pour moi, il y avait quelque chose, et aussi du point de vue de la langue française, là, donc de conserver ces matériaux-là, d'en garder des traces. Donc, c'était vraiment la première idée, là, de venir sauvegarder ce patrimoine musical-là, cet héritage-là. Et puis, c'est une transmission orale. Hein? Les enfants, là, ils ne prennent pas une partition puis ils la prennent. Là. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'était vraiment cette idée-là d'aller ramasser tous ces folklores-là. Il y a quelques personnes qui ont fait des projets similaires dans le passé. Il y a entre autres Manon Barbeau qui a fait un court-métrage dans les années 70 qui est disponible sur le site de l'ONF où on voit une suite d'enfants là, qui font ces types de jeux-là. Il y a Marius Barbeau qui, dans les années probablement 40-50, est allé vraiment ramasser du folklore dans plein d'endroits au Québec, mais il s'est peu attardé aux chants enfantins. Il était vraiment intéressé au folklore d'une façon générale. Donc, il a ramassé là, plein de chants folkloriques. Donc, il allait rencontrer les personnes âgées, puis leur demandait « Peux-tu faire des chansons pour moi? » Puis, il enregistrait sur des rouleaux de cire, puis ensuite, il retapait, tout ça. Tu sais, c'est vraiment... Mais c'est fascinant, là, qu'est-ce qu'il a fait. Puis, il en a ramassé des milliers. Vraiment. Oh, ouais. Mais le répertoire on appelle ça des enfantines, donc des chants pour enfants, a été moins catalogué, moins ramassé. Il y en a un peu, mais il y en a moins. Puis, malheureusement, souvent, on n'a pas la musique. Donc, on a juste des paroles, puis
des fois, on a une description de jeu, des fois, on n'a pas de description de jeu. Donc, je trouvais ça important d'aller faire cette collecte-là. Fait que là, on a fait des écoles en Abitibi, en Outaouais, dans Montréal, en Montérégie, Trois-Rivières. Fait que là, je m'en vais doucement vers l'est du Québec. Là, je suis en contact avec un enseignant à Rimouski. J'espère que ça va fonctionner. Puis je vais aller voir des gens au Saguenay. Donc, essayer là, de compléter dans cette dernière année-là pour avoir la majorité des régions du Québec. Et ce qu'on fait avec ça, une fois qu'on les a colligés, c'est d'abord de les transcrire. Fait que là, j'ai toute une équipe de vos collègues on les qui a connaît. travaillé On en a là-dessus. plusieurs. On en connaît plusieurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on a, tu sais, dans la boîte, là, je dois avoir comme 250-300 jeux. Fait que jusqu'à maintenant, là... Justement, donc, on était dans le local des fois, puis là, on voyait Michael qui checkait des enfants jouer, puis là, on dit « Tu fais? Je travaille. » De prime abord, c'est un peu spécial de voir un autre étudiant qui regarde des enfants jouer. Fait que c'est ça. Fait que leur travail, c'était transcrire la musique, transcrire les paroles, transcrire le jeu, la description du jeu. Puis on demande aux enfants aussi, qui t'a appris ce jeu-là? Parce qu'on voulait voir comment elle se fait, la transmission. Puis ce qu'on voit dans les données qu'on a analysées jusqu'à maintenant, c'est vraiment une transmission d'enfant à enfant. Donc, c'est pas leur prof de musique qui leur a montré le jeu. C'est pas leurs parents qui leur ont montré le jeu. C'est leur cousin, leur grand frère, leur ami, l'élève de 6e année. Donc, c'est vraiment une culture des enfants. C'est quelque chose qui leur appartient, qui se transmettent entre eux. Donc, fait qu'on est beaucoup là-dedans. Puis là, quand les analyses sont faites, là, on va éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est tirer des grandes lignes de ça. C'est quoi les caractéristiques dans notre culture des jeux musicaux enfantins? Fait que là, l'année dernière, avec ONS, on a pris le reportage qui avait été fait par Manon Barbeau à l'ONF. On a pris ces jeux-là, on les a fait transcrire par les étudiants, on les a analysés. Et on a comparé avec une vingtaine de jeux qu'on avait déjà analysés. Donc, il y avait une vingtaine de jeux dans le truc de Mme Barbeau. On a comparé les deux, puis on a regardé les caractéristiques musicales, on a regardé est-ce qu'il y a des chansons qui reviennent, est-ce qu'elles sont pareilles, est-ce qu'elles sont différentes. Et, bon, une des choses qu'on a trouvées qui, moi, m'a vraiment surprise, c'est le registre vocal dans lequel les enfants performent ces jeux-là. Donc, on analysait aussi la tonalité qui était utilisée par les enfants, le tempo, un paquet d'affaires. Là. Et dans les années 70, comparé au 2022-2023, les enfants chantent à peu près une tierce plus grave que dans les années 70. Fait que là, on regarde cette donnée-là, puis on se demande pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça se transforme? Puis, tu sais, je dis, les enfants chantent. On s'entend que quand on met des enfants entre eux, puis que c'est eux qui initient les jeux, là, je leur donne pas de note de départ. Non, là, c'est ça. Fait qu'ils prennent là où ils sont confortables dans leur registre. Fait que souvent, c'est un registre qui est proche de la voix parlée parce que c'est le registre qu'ils connaissent le mieux. Donc là, on regarde ces données-là, puis on fait des hypothèses. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que la voix s'est abaissée chez les enfants, ce qui est un peu étrange comme phénomène? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que les enfants entendent plus de musique qui est faite dans un registre grave? Si on écoute la pop, c'est beaucoup dans le registre de la voix parlée. Donc, peut-être que c'est juste parce qu'ils sont plus exposés à ces musiques-là, fait qu'ils vont instinctivement là. Peut-être qu'il y avait à cette époque-là plus de chants dans les écoles et que les enfants étaient exposés à un registre plus aigu parce qu'on les faisait chanter dans ces registres-là, puis donc ils étaient plus habitués à aller dans ce registre-là. Donc, ils y allaient plus spontanément. Il y en a moins maintenant, peut-être, tu sais, de l'exposition. Donc, qu'est-ce qui fait ce changement-là? Fait qu'on n'a pas une conclusion claire et précise du pourquoi, mais on émet des hypothèses là-dessus. Puis, suite à ça, ce qu'on est en train de bâtir, c'est vraiment un outil pour les enseignants. Donc, ce matériel-là, plus plein de chansons folkloriques. J'ai aussi toute une autre équipe d'étudiants qui fait de l'analyse de chansons folkloriques. Et là, ils font ressortir c'est quoi la gamme sur laquelle elle est construite, les éléments rythmiques, la forme, etc. Et tout ça s'en va dans une méga banque de données électroniques où, éventuellement, l'enseignant va pouvoir aller dedans puis dire « Je cherche une chanson pour enseigner 4 doubles ». Et là, tu pèses « boum », puis là, tu vois 10 chansons qui sont des bons exemples pour enseigner 4 doubles. Oh my God. Ou je cherche une chanson qui est construite sur la gamme pentatonique, boum,
10 chansons, puis ta chanson est déjà analysée, tu sais déjà c'est quoi la forme, c'est quoi la gamme, c'est quoi les éléments rythmiques. Est-ce qu'il y a un jeu qui vient avec la chanson où le jeu est écrit? Donc, pour faire en sorte que ça soit facile pour les enseignants d'avoir accès à de la chanson en français, plutôt que d'autres répertoires. Puis en plus d'être français, C'est ça dans a un notre bagage, culture. c'est ça, de notre culture. Exactement. Puis on essaie d'inclure aussi le repère culturel. Quand on a les informations, on les met aussi. Donc, que ça soit disponible sans frais pour les enseignants qui vont pouvoir vraiment y aller là, directement travailler dans cette ressource-là. Fait que ça, c'est mon gros projet. Ouais. C'est un gros projet. Ouais, c'est tellement une grosse contribution, j'ai l'impression. Wow! Puis de ça est née aussi une super collaboration avec Alliance Chorale. On a eu la demande, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, avec eux, de mettre sur pied une formation pour chef de chœur en milieu scolaire. OK. Donc, avec 3 autres collègues, on a développé une formation courte là, d'une 12aine d'heures pour apprendre à diriger, pour apprendre à enseigner une chanson, enseigner un canon, enseigner diriger un de la relief, chorale en plus. diriger une chorale. Ouais. Et pour faire ce projet-là, on s'est appuyé sur la pédagogie Kodaï et sur les chants folkloriques francophones. Donc, on a ramassé aussi des choses que j'avais déjà collectées dans les jeux musicaux des enfants. Et j'ai écrit beaucoup d'arrangements pour chœur d'enfants, là, des petits quodlibets, des arrangements avec des ostinatos. Je pense que vous en avez vu peut-être là, dans le cours de didactique 2. Et de ça, on a un guide qui est né, là, un guide pédagogique qui est né, qui est donc disponible par Alliance Chorale. Et là, donc, ce répertoire-là, on va aussi éventuellement pouvoir soit développer d'autres arrangements pour mettre aussi, faire en sorte que les enseignants aient accès à tout ce matériel-là, qu'ils puissent venir le travailler. Puis ça vient s'attacher avec ce qu'on s'en va présenter au Maroc. Fait que tout est comme connecté, là. Tout est interrelié. Donc, et puis, c'est formidable. Puis je trouve ça vraiment formidable que j'ai plein de gens qui embarquent avec moi. Tu sais, c'est pas juste mon petit truc que je fais toute seule, là. J'ai, plein d'étudiants, mais aussi plein de collègues qui se joignent à ça puis qui embrassent cette idée-là. Puis, fait que c'est vraiment très, très excitant. Oui. En plus de ta tâche d'enseignement. Mais tu sais, c'est connecté. C'est ça, c'est... Pour moi, je pense que c'est vraiment ça qui est motivant. C'est que la journée. Tout ça se connecte là, ensemble. Puis faire un petit bout de travail sur l'un aide le travail de l'autre. Exact. Oui, un vient nourrir l'autre. C'est ça, exactement. La journée que ta base de données va être ouverte, là, tu vas présenter ça à tes nouveaux étudiants. Ça va être formidable. Ah oui, fais me remercier. Fais-le faire leur travail, par exemple. Je pense que c'est important de faire le travail, puis après ça, de réaliser l'ampleur du travail que toi, tu as fait pour construire tout ça. Là, parce que je me rappelle de mes cours de chercher une chanson spécifique pour un concept spécifique. C'est vraiment difficile. Là. C'est pas chose facile. Là, fait que je pense que c'est important de quand même faire ce travail-là, au moins l'essayer quelques fois. C'est ça, ce que tu me dis, David! Après ça, tu te fais donner la belle Ça veut dire affaire, que mes étudiants, quand ils m'écrivent dans les commentaires d'évaluation de l'enseignement que c'est trop de travail de chercher, je vais leur dire, David, il m'a dit, c'est bon, il faut le faire! Mais, tu sais, bon, peut-être pas passer une session complète à faire ça, mais je pense que c'est important de le voir faire au moins une fois. Le travail qui est en arrière de ça aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel que vous appreniez à aller fouiller aussi dans les ressources qui existent, puis de voir qu'est-ce qu'il y a, puis de comprendre comment on choisit une chanson. De voir, non, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a une anacrose, puis j'ai pas encore enseigné l'anacrose. Hein? Par exemple. Par exemple. Oui. Mais je retiens ça. T'as aimé ça, hein? J'ai aimé ça. Surtout venant de David, en tout cas... Non. Oui, j'écoute, continue. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de moi, là? Non, écoute, on peut se taquiner, là. C'est juste... dans le sens, lui, il est comme... Si j'ai travaillé, les autres vont travailler. OK, oui, dans ce sens-là, oui, effectivement. C'est super pertinent comme recherche. Ça doit full t'habiter, ça doit full te rendre... Tout le temps. Si toi, tu dis que tu as vécu avec mes chansons, moi, je vis avec les nuits que je passe à chanter des chansons. Ah non, ça doit être... Puis à me dire,
Mais si je mettais ces 2 chansons-là ensemble, j'ai un cas de libé, je pense. Ah. Mais oui, mais des heures de plaisir, là, vraiment, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment très, 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 très stimulant. Puis là, tu sais, ça va venir aussi s'attacher avec le livre qu'on travaille avec Audrey Christelle sur la pédagogie Kodály. Donc, il n'existe pas présentement de livre en français pour présenter l'approche pédagogique Kodály. Donc là, on est en train de le faire. Audrey Christelle est venue l'an dernier assister aux formations que je donnais. Elle a pris tout en note. C'est extraordinaire, là. Elle a tout tapé, tout ce que je faisais au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont bons avec les prises de notes. Vraiment, là, elle est vraiment bonne. On n'a pas toutes la même qualité. Moi, c'est pas ma force principale. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est juste prendre ça, puis faire du ménage structuré, puis mettre ça en place. Bon, évidemment, il y a des chapitres introductifs à écrire là, sur, par exemple, l'histoire de cette pédagogie-là, tout ça. Puis ça va faire en sorte que les enseignants, mais les étudiants aussi, vont avoir accès à une ressource. Donc, comment on fait la conscientisation de tel concept? Et quand vous avez vu ça, que ça fait 4 ans, là... Oui. Bien là, ça va être disponible pour vous, puis ça va être relié avec les exemples qu'on va trouver dans la base de données électronique. Fait qu'on va pouvoir diriger les gens directement vers la base de données. Puis là, on a déjà les presses de l'Université du Québec qui ont accepté de publier notre ouvrage. Donc, on travaille... Mais comment dire non en même temps? Oui, c'est ça. Après tout le travail qui est fait on derrière. était des bonnes vendeuses. Oui, c'est ça. Vendre sa salade. Fait que cette année-là, c'est vraiment une année pour mettre ça en place, ce livre-là. Donc, on travaille vraiment à appliquer tout ça. Puis, tu sais, parallèlement à ça, j'ai Jennifer, mon étudiante au doctorat, qui, elle, travaille avec des adultes, mais dans la même vision pédagogique. Donc, l'année passée, on a fait une étude avec elle où on travaillait dans un chœur d'hommes, des adultes, mais que des hommes, et on leur enseignait la musique à partir des principes de la pédagogie Kodály. Donc, les jeux, fait que les petits jeux avec les ballons que vous avez fait, ils les ont fait eux aussi, de faire rebondir la pulsation avec les ballons, puis les faire chanter. Donc, on a travaillé à une espèce de projet pilote qui ensuite mène à sa thèse où elle a mis en place ces principes-là dans un chœur. Cette fois-ci, c'était pas que des hommes, là, c'était un chœur mixte d'adultes. Et l'idée, c'est pas juste de chanter en chorale, c'est d'enseigner, apprendre la musique par le chant choral. Donc, comment on peut adapter cette pédagogie-là aux adultes? Fait que c'est tout un espèce de mouvement là, qui est en place là-dedans. Puis ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est de travailler avec une autre collègue qui a un chœur d'enfant, puis pouvoir faire des enregistrements, des arrangements que je suis en train de faire à partir des jeux musicaux là, pour chœur, puis qu'on puisse avoir un produit sonore de ces arrangements-là, d'une belle qualité, avec des voix d'enfants. Fait que ça, c'est comme la suite de ça. Puis là, après, je vais faire une autre demande de subvention parce que là, ce que je veux faire, c'est vraiment travailler plus sur l'étude du chant choral. En contexte scolaire. Qu'est-ce que ça peut venir apporter aux élèves? T'sais, on parlait du travail collectif. Est-ce que ça peut venir supporter le développement relationnel? Est-ce que ça peut venir apporter d'autres éléments? Est-ce que ça devient un outil? Comment est-ce que ça peut devenir un outil pédagogique? Donc, fait que c'est ça. Il faut que je structure mon affaire pour aller chercher du financement, là, mais ça va venir... Mais on revient au fait que tu disais qu'il n'y avait pas de finalité en non, étant professeur. Il n'y en a pas. C'est ça, j'étais comme... ah non, exactement. elle est partie. Moi, je suis partie. Des fois, je dis ça à mon mari. Je dis là, moi, je n'ai jusqu'à ce que je meure. Ouais, c'est ça. Fait que la retraite... Ben, ça va être bientôt la fin du podcast, puis j'aimerais, si tu nous le permets, on veut essayer un nouveau format. Puis je te l'explique très brièvement. On a une 20aine de questions. Puis c'est des questions ça ou ça. Très simple. On justifie pas. On justifie pas. On peut justifier par la suite si c'est quelque chose de très controversé ou si tu veux apporter des justificatifs. Mais ça serait un 60 secondes. Je te bombarde. On peut essayer. Comme ça, pap. Puis dans le fond, ça te permet... C'est un peu rigolo, puis ça permet de juste un peu... c'est ça, voir un peu... Puis il y a un peu tout et de rien aussi. Ça, Fait qu'il y a des affaires plus la musique, puis il y a des affaires vraiment la vie de tous un les peu jours, plus champ gauche. Vin ou bière, vin. C'est ça, exactement. Oh, ben là, je vais enlever celle-là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va te passer ça. On est prêt. Fait que
Parfait. Non, on recommence là. Ouais, OK. Je veux un bon... Tu veux avec une alarme ou juste un timer? Là? Non, juste un timer. Tu nous dis stop, OK, c'est mais bon. tu me Pas de dis problème. go, puis je pars. OK. 1, 2, 3, go. Enseignement individuel ou en groupe? Ah, en groupe. En groupe. Musique classique ou pop? Classique. Bière ou vin? 20. Bach ou Beethoven? Bac. Primaire ou secondaire? Primaire. Cours en ligne ou en présentiel? Ah, présentiel, Seigneur. Réseaux sociaux ou journaux? Journaux. Enseignement vocal ou instrumental? Vocal pour les petits, clairement. Mais éventuellement vers l'instrument. Cuisine maison ou restaurant? Maison. Enseignement ou la recherche? Enseignement. Enseigner à des enfants ou des adultes? Oh, ça me brise le cœur. Aux adultes qui enseigneront aux enfants. Théorie musicale ou formation auditive? Formation auditive, parce que ça inclut la théorie musicale. Gamme majeure ou mineure? Mode. Un musique mode moderne. éolien. Ok. Est-ce que t'as vu plus que ça nage? Sucré ou salé? Salé. Enseigner la musique traditionnelle ou populaire? Ah, là, il faudrait que tu définisses tes termes. Ah, je suis désolé, Danick serait pas fier de moi. hein. Oui, parce que là, je peux pas répondre à ça. Ok, parfait. C'est trop vague. Improvisation ou partition? Ah, mon Dieu. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Ça prend les deux. UQAM ou McGill? UQAM. UQAM. Oh! UQAM. Ah oui. Café ou on thé? a tout à construire et on construit solide. Café ou thé? Café. Ah, excuse-moi, je regardais pas le timer. Ah. On va les finir, il en reste 3, on va les Vas-y, finir. vas-y. tant C'était qu'à tellement faire. intéressant. moi, Ouais, c'est j'ai- intéressant Ah aussi. oui. Se lever tôt ou veiller tard? Se lever tôt. Se lever Très tôt. tôt. Chien, chat ou chien? Aucun. Très allergique. Très allergique aux deux. Danser ou chanter? Chanter. Chanter. Comédie musicale ou opéra? Ah, j'aime les deux. J'aime les deux. Les deux. J'aime les deux. Parfait. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Je suis pas toujours bonne pour choisir. C'est ça, Non, on voyait mais- que tu voulais justifier certains choix des fois. On fait exprès de prendre Oui, des ben oui. questions Ouais, c'est ça. déchirantes Ben oui. aussi. là. Exact. Oui. Fait que c'est ça qui mettrait fin au podcast. Je veux quand même te laisser une petite place pour justement si tu veux partager des ressources ou si tu veux justement par où on te retrouve, comment on suit tes projets justement. Où on me retrouve, Ouais. j'ai mon site internet personnel, hélène-boucher.ca. On va mettre ça en Donc, commentaire aussi. Fait que là, on voit beaucoup mes recherches, tout ce qui est publié. Sinon, je publie dans la FAMEC. À chaque édition, j'ai une chronique sur la pédagogie Kodály. Donc, c'est toujours là. Ça en vient très bientôt, l'Association Kodály Québec. On est en train de mettre ça sur pied. Donc, c'est sûr qu'on va être plus visible là-dedans. Les formations Kodály à chaque été. Donc, si vous avez envie de venir voir ça, Ouais. c'est sûr que je travaille fort là, pour que ça soit vivant au Québec. Sinon, par le département de musique de l'UQAM, on peut me trouver facilement. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis une vieille rabougrie. Ah Qu'est-ce que tu ouais? veux? Faut pas exagérer non plus. là. Non. Mais par contre, si vous voulez venir prendre un café avec moi, envoyez-moi un courriel et je suis toujours ravie. Ouais. Donc, mes anciens étudiants le Ouais. font. Et ils m'envoient des choses, puis on se rencontre, puis on jase. Puis vraiment, je préfère vraiment la rencontre La rencontre. aux réseaux sociaux. Pour moi, il y a une profondeur puis une vraie rencontre que je valorise beaucoup. Fait que ceux et celles qui ont cliqué sur le lien sur les réseaux sociaux pour voir ce podcast, Ouais, sachez c'est qu'on ça. peut pas retrouver Hélène là, Non, mais je on n'y va. suis pas. On va. Mais regarde comment on est chanceux. Dans le Ouais. fond, on a vraiment... C'est ça. On a le meilleur des deux mondes, dans le fond. Mais voilà, si vous m'invitez Ouais. à faire des trucs que vous mettez sur les réseaux sociaux, Ouais. ça se Ça, c'est peut. parfait. Ça, c'est parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment le fun comme discussion. C'est super chouette. Je trouve que vous avez eu une très, très belle initiative. Bravo. Merci. Puis j'imagine que tu vas nous vanter pour les prochaines personnes qu'on veut. Certainement. Est-ce que ça commence à se parler dans l'UQAM? Y a-t-il Bien des gens sûr, mais qui j'ai se disent déjà... genre, ben c'est quand mon invitation? Mais moi, j'ai dit à certains collègues là, Ouais. que je faisais ça, j'ai vu un petit brin de jalousie Ah dans ouais, hein? l'œil. Fait que je pense Ah que vous ouais. n'aurez pas de misère Non, à c'est aller ça. chercher vos Ben, on veut profs, tous les là. faire. Faut que Ouais. chacun son temps, c'est juste c'est ça. Oui.
ceux qu'on On connaît, a ceux on qu'on a un connaît le horaire mieux. aussi, chargé, on- nous aussi. Là. C'est ça. Ben oui, C'est ça. mais oui. Fait que merci beaucoup. Puis Merci à on se vous. retrouve la prochaine fois pour l'épisode qui va être le numéro 3. Fait que ça commence à avancer. Puis c'est ça. Fait que ça va commencer à découler de plus en plus là, avec la session qui commence. On va avoir accès à nos professeurs plus présents. Donc on va essayer de trouver des moments justement pour enregistrer le plus possible en début de session pour pas trop surcharger en fin de session. Tu serais pas fier de moi que je fasse des podcasts à la place de faire mes travaux. Hein? C'est pour toi. Hein? Ouais. Une session Moi, de mes plus, mon études, elles Steven. sont faites. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Puis à la prochaine.